Ok, au suivant. Seb, Coucou. tu passes le casting? Bah écoute, j'ai vu tout le monde qui venait voir, alors je me suis dit pourquoi pas moi. Ouais, pourquoi pas. Bah écoute, tu fais le sommaire? Allez. Alors, aujourd'hui, c'était quoi le sommaire? Alors oui, on a... Allez, Ah, la critique ouais. de jeu, je crois. Ouais, c'est ça. Alors, la critique de jeu aujourd'hui, c'est Sam & Max saison 3. Ensuite, on a Autoplay Sample, suivi de la Minute du Geek sur Sierra, l'éditeur, avec Tokyo Café. Et tout de suite, les news. Bon, tu t'es bien rattrapé, pas mal, pas mal. Eh, tu sais, je faisais la voix des news avant. Le lendemain de la conférence Ubisoft, qui débuta par une présentation live de Child of Eden, nous avons eu l'opportunité de poser quelques questions à son géniteur, Mizuguchi Tetsuya. Après avoir travaillé pour Sega, ce grand monsieur à l'approche toute personnelle du jeu vidéo a fondé son propre studio, Q Entertainment. On lui doit Lumines et Meteos pour les consoles portables, ainsi que divers portages sur Xbox Live Arcade, comme celui du sublime Rez HD, auquel Child of Eden fait écho. This is a new experience, like the multi-sensory and audio-visual, even if the vibration, chemistry, and we want to bring physics into it. I mean, the physics. I mean, technology, software technology, programming technology helps that kind of feeling, feeling good, feeling better, and wow, and. Also, we want to put dramatic elements by the visual. So I think the visual getting gorgeous, and very high def visual, and we can express about dramatic elements. So yeah, we want to combine everything. Évidemment, lorsqu'on découvre pour la première fois les images de Child of Eden, son approche conceptuelle du jeu de tir, ses graphismes élaborés, son univers métaphysique, on pense tout de suite à Rez et au fait que ce titre pourrait constituer une espèce de suite spirituelle au chef-d'œuvre de Mizuguchi. This isn't the Rez sequel, and but maybe the people who know the Rez maybe feel something, but no reason. The same same guy the making. So this is very deep. It's like a life theme concept, combining sound, visual, and the story elements combine into it, become one. And so I think there's no reason. Aussi intriguant que Rez a pu l'être au moment de sa sortie sur Dreamcast, ce nouveau jeu de Q Entertainment semble placer la barre encore plus haut en termes d'immersion et de sensations. Son univers, dont les ramifications sont encore tenues secrètes, semble ainsi des plus ambitieux. The universe of Child of Eden, this is I can't say too much just now, but Eden, this is kind of the future human archives. So we say internet, but in the future the many archives in it, and the visual archives, audio archives, and human creativity and nature of Earth and the universe, everything. And this archive was invaded by viruses, and the player's mission is to purify everything. And if you shoot, you can purify, and you can get the sound and the visual effects, and feel very good and nice feeling. And that consists of the music, and music getting kind of a drama kind of experience. So yeah, this is the Eden's universe, and we had the big story behind that, but maybe later soon. Nous avons en effet encore un peu de temps.
le jeu n'étant pas prévu avant 2011 sur Xbox Live Arcade et PlayStation Network. Le travail réalisé sur les graphismes du jeu semble par exemple colossal. We have not so the big team like 25 people, and artists like less than 10, 6, 7, and it's a really nice team. And of course, it's really tough to tell how can we make a such a experience. But we had long history together, and it's everybody understand about the synesthesia, so sound and the visual expression. So we are really enjoying the creation. Et nous sommes persuadés que les fans de Rez et des productions Mizuguchi en général sauront apprécier le résultat, que l'on espère pouvoir tester très très vite. Une petite news pour annoncer la disponibilité d'un nouvel art style sur le WiiWare. Art Style Light Tracks, qui n'est autre que le remake attendu de Dotstream, sorti sur Game Boy Advance sous le label Beat Generations, fait ainsi suite à Art Style Penta Tentacles. Light Tracks se présente comme un jeu de course façon Tron. Comme la plupart des jeux Art Style, la présentation visuelle est ultra soignée et le gameplay minimaliste. Mais quelques minutes de jeu suffisent pour apprécier toute la richesse de l'expérience proposée. Il est en revanche vraiment dommage que ce titre ne soit que solo. Semaine après la fermeture du musée du jeu vidéo à la Défense, c'est une nouvelle exposition dédiée à ce média qui vient d'ouvrir ses portes à Paris. Museo Games, sous-titré Une histoire à rejouer, propose une sélection de consoles, d'ordinateurs et de bornes d'arcade qui font partie de l'histoire du jeu vidéo et, c'est la grande nouveauté de cette exposition, les jeux présentés sont jouables. Prenez le pad ou le clavier d'une de ces machines et redécouvrez des jeux des années 1980 aux années 2000, le tout dans une ambiance résolument classe. Loin des musées figés qui ont existé jusqu'à présent, dans Museo Games, les vidéoprojections des jeux, tels des tableaux vivants, redonnent aux jeux vidéo présentés le statut d'œuvre d'art interactive. On doit cette très belle exposition au Musée des Arts et Métiers situé dans le 3e arrondissement de Paris. Le musée s'est associé avec la désormais célèbre association MO5, cette dernière ayant prêté pour l'occasion quelques très belles pièces de sa collection. Un événement à ne pas rater qui a lieu jusqu'au 7 novembre 2010, et pour plus d'informations, une seule adresse, museogames.com. Ouais, enfin moi quand je faisais la voix des news, c'était nul, c'était horrible. En plus souvent on le faisait à 1h du mat, pour le lendemain. Et, je suis bien content de ne plus le faire. Alors rappelle-moi, c'est quoi un FPS qui se joue comme un RTS? Alors c'était World in Conflict, voilà. Mais c'était un RTS qui se jouait comme un FPS. Là je crois que j'ai pas compris. Tu peux zapper. Alors ensuite tu lances la critique. Alors la critique c'est Sam & Max saison 3, qu'on regarde tout de suite. T'as pas plus d'infos là, un petit truc à dire en plus? Sam & Max, c'est Steve Harrell, non. Ah putain, j'ai confondu de Steve. Alors Steve Harrell, c'est un no contact. Sam & Max, c'est Steve Purcell. Ouais, c'est ça, je crois. Hein. Et super série de jeux d'aventure. Alors depuis que c'est devenu épisodique, est-ce que c'est aussi bien qu'avant? On va le voir dans la critique de la saison 3. Il y a des chances que ce soit Julien Pirou qui l'ait fait là. Oui. May be a tool, but he brings a refreshingly childlike glee to his work. Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Il est tout à fait normal d'avoir encore une critique d'un jeu Sam & Max sur nos lives. En effet, depuis son passage au format épisodique, le duo infernal revient chaque année pour une nouvelle saison d'aventures déjantées. Nous en sommes donc à la 3e saison baptisée The Devil's Playhouse. Petit rappel des faits pour ceux qui ne connaîtraient pas encore la police freelance. Sam, c'est un chien placide habillé comme Philip Marlowe. Max, c'est un lagomorphe, un machin blanc surexcité en forme de lapin. Ensemble, ils se font appeler la police freelance et accomplissent toutes sortes d'enquêtes bizarres dans un New York peuplé de personnages étranges. À l'origine, Sam & Max était un comic book dessiné par Steve Purcell avant de devenir un classique du jeu d'aventure dans les années 90. C'est désormais chez Telltale, studio fondé par des anciens de LucasArts, que la fine équipe fait les 400 coups. Enfin bref, cherchez donc Sam & Max sur No Life Online, votre curiosité sera on ne peut plus rassasiée.
Sam & Max sont-ils encore capables de nous faire rire et de nous surprendre? Après 3 saisons, est-ce que Telltale ne commence pas à tourner en rond? Et surtout, où diable Max cache-t-il son flingue? Les réponses à toutes ces angoissantes questions vous attendent dans la maison de jeu du diable. Plant. I love what you've done with the place, my queen. Lorsque commence la saison 3 de Sam & Max, nos 2 héros sont au chômage technique. En effet, après avoir sauvé le monde dans la saison 1 et remis les pendules à l'heure dans l'au-delà au cours de la saison 2, le pays traverse une période de tranquillité et affiche un taux de criminalité remarquablement bas. Par chance, c'est pile poil le moment que choisit le général Skun Capé pour attaquer la Terre. Skun Capé, c'est non seulement un gorille géant albinos doté de pouvoirs psychiques, mais c'est surtout un seigneur de la guerre intergalactique. Skun Capé n'est pas venu sur Terre par hasard. Il est à la recherche du coffre à jouets de Yog-Sothoth, renfermant des jouets possédant d'énormes pouvoirs, grâce auxquels il compte bien conquérir l'univers. Le problème, c'est que Max est entré en contact avec les jouets le premier, et que ceux-ci ont réveillé chez lui des pouvoirs psychiques latents. C'est le début d'une course contre la montre pour empêcher Skun Capé et sa légion de super-vilains de s'emparer de la puissance ultime. Contrairement aux 2 précédentes, les 5 épisodes qui composent cette saison ne peuvent pas être joués indépendamment. Il s'agit d'une seule intrigue découpée en 5 chapitres, chaque chapitre se terminant par un cliffhanger. L'ensemble de la saison est centré autour de la ville de New York, que l'on pourra enfin explorer au-delà du coin des rues de Straight and Narrow, où Sam & Max ont leur bureau. Toutefois, chaque épisode possède sa propre ambiance. Par exemple, l'épisode 2 est un flashback dans le New York des années 1900, où l'on incarne Samet et Maximus, les arrière-grands-parents de nos héros, tandis que l'épisode 3 est placé sous le signe du film noir. De quoi renouveler astucieusement les lieux visités et personnages rencontrés. It was time to circle back and flush out the truth. As soon as they gave me a button that shoots ballistic missiles and a hotline to Mila Jovovich, I lost interest in everything else. Fidèle au principe de tous les jeux Sam & Max qui l'ont précédé, The Devil's Playhouse propose aux joueurs d'incarner principalement Sam. Mais comme Tales of Monkey Island avant lui, The Devil's Playhouse abandonne la jouabilité point and click pour une méthode de contrôle direct plus adaptée au portage sur console. Il faut donc maintenir le clic gauche de la souris enfoncé et faire glisser la souris pour déplacer Sam dans une direction. Il est cependant toujours nécessaire de cliquer sur les différents objets du décor et les personnages afin d'interagir avec eux. Comme dans tous les jeux du genre, dialogue caustique et puzzle capillotracté forment bien évidemment le cœur du gameplay. La nouveauté de The Devil's Playhouse, c'est qu'il est désormais possible d'incarner également Max. Le joueur entre alors littéralement dans la tête du lagomorphe pour voir le monde en vue à la première personne à travers ses yeux. Et inutile de dire que Max a une vision du monde assez unique. Ce mode sera également l'occasion d'utiliser les nouveaux pouvoirs psychiques de Max, qui jouent un rôle prépondérant dans la progression. Ceux-ci sont le plus souvent parfaitement stupides de prime abord, mais ont été intégrés dans le game design des épisodes de manière très habile. Par exemple, le pouvoir rhinoplastie, oui, vous avez bien entendu, permet à Max de prendre l'apparence d'un objet du décor. Good work, Max. Now let's... I'm a bazooka, Sam! A bazooka! Oh, just give me a moment to savor this. Oh, yes. La projection astrale permet d'entrer dans un film. It's a silent movie, little buddy. Filmed before the invention of vocal cords. Il est également possible pour Max d'avoir une vision du futur dans laquelle le joueur trouvera des indices sur la manière de triompher des énigmes présentes, mais assistera aussi à des scènes mystérieuses et souvent délirantes. Yes. Ce sera au joueur de trier le vrai du faux. Si cela ne suffisait pas à renouveler le gameplay de la série, chaque épisode apporte son propre twist à la formule bien rodée de Telltale. That sounds fun. I can hardly wait. L'épisode 2 est par exemple raconté dans le désordre, tandis que l'épisode 3 propose une nouvelle fonction, l'interrogatoire. Inspiré des phases de procès de la série Ace Attorney, celui-ci consiste à tirer les vers du nez d'un suspect en l'interrompant lorsqu'il ment. Toutes ces petites trouvailles sont pour la plupart franchement brillantes et permettent à la saison 3 de Sam & Max de toujours parvenir à prendre le joueur au dépourvu. No, 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 no. No!
Même si seulement 3 épisodes sur les 5 sont disponibles au moment où est réalisée cette critique, il est déjà possible de l'affirmer haut et fort. Sam & Max The Devil's Playhouse est le meilleur jeu mettant en scène Sam & Max et probablement le meilleur jeu de Telltale. The Devil's Playhouse parvient même à supplanter Sam & Max Hit the Road, pourtant considéré comme l'un des meilleurs jeux d'aventure de tous les temps. C'est bien simple, l'écriture, les puzzles, l'ambiance, l'humour, les personnages, les lieux visités, les retournements de situation et le délire ambiant, tout dans cette saison 3 est de haute volée. Même les réutilisations de personnages, symptomatiques de jeux épisodiques de Telltale, se font cette fois-ci de manière vraiment maligne. Les méchants sont également très réussis, bien plus que ne l'étaient ceux des 2 saisons précédentes. Les fans de l'univers DC Comics auront déjà compris que Skunk Capé et sa clique sont une parodie ouverte de la société secrète des super-vilains, menée par Grodd, le gorille télépathe. Il était plus que temps que Sam & Max soit confronté à des adversaires de cette trempe. Et comme disait Alfred Hitchcock, un méchant réussi fait souvent toute la différence. Un autre gros point fort de ce nouveau Sam & Max est sa bande-son. Le compositeur Jared Emerson Johnson reprend du service et offre une nouvelle fois une bande-son originale exceptionnelle, à base de thèmes jazzy et funky. L'ensemble de la bande-son renvoie instantanément et de façon appropriée aux nanars de science-fiction des années 60 et 70. Le thème principal de la saison est à ce titre une petite merveille de sonorité rétro. En n'ayant pas peur de s'affranchir des mécaniques du type utiliser inventaire sur objet, et en proposant de nouvelles manières originales et drôles d'appréhender les puzzles, Telltale parvient à donner un nouveau souffle au genre aventure. Sans aucunement renier les bases qui ont fait le succès du genre, Telltale apporte quelque chose de neuf et de rafraîchissant qu'on attendait depuis longtemps. Bon, il y a quand même quelques défauts, en particulier quelques bugs agaçants, comme par exemple des morceaux de décor qui disparaissent. Heureusement, ces bugs n'empêchent jamais de compléter un épisode. On notera également la famille des Home Taupes, archétype des personnages conçus pour énerver le joueur et qui y parviennent justement un peu trop bien. The Devil's Playhouse, ce sont des personnages loufoques, des aventures rocambolesques, beaucoup d'humour, tantôt subtil, tantôt débile, et surtout une créativité, une originalité et même une étrangeté qui déborde dans chaque tableau, dans chaque dialogue. En y jouant, on se rappelle pourquoi les point and click de LucasArts nous avaient tant manqué. Et la saison 3 n'est même pas encore terminée que déjà, on se prend à attendre la saison 4 avec impatience. Friends, you have just participated in a troubling vision of the future, the first of many such disturbing revelations. Ok, bon écoute, c'est pas trop mal, hein, tu t'es bien débrouillé là au pied levé, je t'ai demandé des infos qui n'étaient pas prévues. On va voir ce que tu donnes sur Autoplay Sample. Eh ben alors tout de suite, Autoplay Sample. On va sûrement parler de musique de jeux vidéo. C'est un peu léger. Ouais. Bonjour et bienvenue dans ce dernier numéro d'Autoplay. Alors aujourd'hui on va parler des sorties d'albums, des téléchargements, des clips qui vont rentrer dans la rotation de Game Life, mais on commence tout de suite par les concerts. Iwata Noriyuki, le compositeur des musiques des séries Grandia, Lunar ou encore Phoenix Wright, sera en concert demain à Japan Expo à 17h30 ainsi que dimanche à 15h. Il sera aussi en conférence puis en séance de dédicace, donc je vous invite à venir le voir nombreux et à le remercier chaleureusement de s'être déplacé en France, et je pense que ça lui fera très plaisir. Alors cette semaine, on va commencer les sorties d'albums avec Death Smiles 2X, donc le dernier shoot Kai va être sorti sur Xbox 360 au Japon. Donc l'OST est disponible d'ailleurs uniquement dans le pack collector, et pour les musiques, on retrouve encore le studio Basyscape qui est très habitué à faire des musiques pour les shoots de Cave. À la tête de l'équipe qui a composé les musiques de ce jeu, on retrouve Namiki Manabu, donc le compositeur des musiques par exemple de Battle Galega ou de Dodonpachi Daiojo. Et pour ce qui est de Death Smiles, comme le jeu met en scène des gothiques lolitas qui se battent dans un univers un petit peu Halloween, etc., les musiques sont à la fois gothiques tout en étant kawaii, donc y a plein de petits bruits très mignons. Et on retrouve aussi des gros délires comme le dernier niveau où c'est l'Ave Maria. Enfin, c'est particulier, mais il y en a qui aiment. On continue avec Beat Trip Void. Alors Beat Trip Void, c'est un jeu de la série des Beat Trip, une série développée par le studio indépendant Gaijin Games, et donc tous ces jeux sont sortis sur WiiWare. Alors je sais pas si vous y avez déjà joué, c'est une esthétique très
Old School, c'est vraiment du gros pixel de 5 cm sur 5 cm, et donc très logiquement la musique ça va être de la chiptune, et sur Beat Trip Void ils ont fait appel à un musicien chiptune américain, un certain Null Sleep, qui vient d'ailleurs de terminer une grande tournée aux États-Unis et qui jouera au Japon au festival Blip, qui est un festival chiptune, et je vous laisse écouter ça tout de suite. Pour les téléchargements cette semaine, donc ça va être bien, ça va être de la musique gratuite, et en plus le jeu est gratuit aussi, c'est encore mieux, c'est Idora, un shoot époque Konami 16 bits, développé par un espagnol, tout seul, qui a fait ça dans sa chambre, et les musiques ont été composées par un certain Grisor87, donc on reconnaît encore la référence à Konami, et c'est vraiment, si vous aimez Space Mambo, Accélé et tout est là. Donc la bande originale est disponible si vous téléchargez le jeu, c'est un gros dossier, il y a 45 morceaux et c'est vraiment comme avant et c'est bien. La première intro qui va rentrer dans la rotation de Game Live cette semaine, ce sera Tenku no Restaurant Hello Project version, donc pour faire un hommage au Morning Musume qui sera en concert dans 2 jours. Donc Tenku no Restaurant c'était à la base un jeu de plateau sur PlayStation, et ils ont fait une version, un remake avec juste en remplaçant les sprites par les têtes des Morning Musume. Donc sinon c'est exactement le même jeu, et puis voilà. En musique d'intro, je pense que vous avez reconnu, c'est Love Machine. Alors la deuxième intro, c'est un petit cadeau avant l'été, comme ça vous pourrez la revoir encore et encore. C'est l'intro de Crazy Ivan, un magnifique jeu sur PlayStation. Et je sais pas si vous vous rappelez il y a 15 ans où le must du must, c'était de faire des cinématiques avec des vrais acteurs. On trouvait ça super cool, et c'était encore mieux s'il y avait le décor du jeu incrusté derrière en image de synthèse. Et c'était encore mieux si c'était doublé en français. Et je pense que ça va être encore mieux que vous voyez ça par vous-même. Attendez, il se prend pour une théière. Très drôle. Vous avez entendu parler du massacre Gorbatchev? Bien sûr. Vous voulez dire que c'est le même Ivan, mais il est complètement instable? Voilà, l'émission est terminée, c'est aussi la fin de cette saison d'Autoplay Sample, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé tout ce temps, et je vous souhaite de bonnes vacances, si vous en avez. Si vous en avez pas, bon courage quand même, et puis je vous dis à bientôt. Voilà, c'était Autoplay Sample, et maintenant on va avoir une minute du geek sur les sciences... Attends, on va la refaire, il y a un peu trop de E. Ah. Ok, alors c'était Autoplay Sample, et maintenant on va avoir une minute du geek sur les sciences ludiques avec le fameux éditeur Sierra, qui est devenu après Sierra Online, je crois, même s'il n'était pas forcément online, mais je crois que ça faisait bien le mot online à l'époque. Pas mal. Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Dans les années 80 et 90, l'un des fameux duels du monde du jeu vidéo, vous savez, du genre Amiga versus Atari ST, Sega versus Nintendo et ainsi de suite, l'un de ces duels donc opposait les deux géants du jeu d'aventure graphique, LucasArts et Sierra Online. Sierra a été fondée en 1979 par les époux Ken et Roberta Williams sous le nom Online Systems. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, Internet n'était pas encore accessible au grand public. Donc clairement, le nom Online faisait probablement référence à l'idée d'être connecté dans le sens à la pointe de la technologie. Toujours est-il qu'Online Systems déménage en 1982 pour s'installer à Oakhurst, en Californie, au cœur de la Sierra Nevada. La société est donc rebaptisée Sierra Online. Sierra s'est fait connaître dès 1980 en publiant le premier jeu d'aventure à proposer des graphismes, il s'agissait de Mystery House.
Mystery House est l'un des premiers jeux vidéo conçus et réalisés par une femme, à savoir Roberta Williams elle-même. Roberta créera par la suite la série des King's Quest ainsi que Phantasmagoria, l'un des premiers jeux pour adultes. Sierra a parmi ses titres de gloire d'avoir toujours employé et mis en avant des femmes game designers, à une époque où la mode était plutôt type barbu à grosses lunettes. Ainsi, outre Roberta Williams, on citera également Jane Jensen, la créatrice de la série Gabriel Knight. Jusqu'à la fin des années 90, Sierra continuera de développer et d'éditer de nombreux grands jeux. Ils seront par exemple les distributeurs de Diablo ou encore Half-Life. En 1996, le conglomérat CompuCard racheta Sierra à Ken et Roberta pour 1,5 milliard de dollars. Ken et Roberta vendirent la compagnie et aux dernières nouvelles, ils profitent de leur retraite en voyageant tout autour du monde à bord de leur navire, le Sans Souci. CompuCard réorganisera Sierra pour former Sandant Corporation, dont Sierra n'était plus qu'un label. En 1998, des malversations furent découvertes au sein de Sandant, et CompuCard décida de revendre Sierra à la société française Havas. Havas devint par la suite Vivendi Universal Publishing et est désormais actionnaire majoritaire d'Activision Blizzard. On a déjà dit que Sierra n'existait plus qu'en tant que label et a finalement été fermé en 2008. Le studio de développement d'Oakhurst avait quant à lui été racheté par Codemasters en 1999 pour devenir l'antenne américaine de l'éditeur anglais. Voilà, et maintenant... Ah, j'ai fait un Ah putain, le truc que je voulais éviter. Alors, maintenant, tout de suite, Tokyo Café sur l'exposition de Kokia. Peut-être est-ce qu'on va prendre son vrai prénom dans ce sujet. On va voir. いらっしゃいませ。東京カフェへようこそ。Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 私今日はエクスポジションに来ています。何のエクスポジションかというと、ただーん、コケちゃんのエクスポジションなんですね。さあどんな写真があるのか、早速見てみましょう。お人いっぱいですよ。ボンソワー。今日はベルニサージュということで今人がいっぱい。早速フォトグラファーの中村さんがいらっしゃってますね。もうだってね、中入れないの。じゃあこの隙間から、ドアの隙間から見て綺麗な写真を見て。自己紹介お願いします。中村豊です。フォトグラフ。どんなエクスポジションなんですか？この写真は、コキアさんの新しいアルバムのリアルワールドのためのジャケットの撮影のために行ったチュニジアの写真です。何日間ぐらい行かれてたんですか、チュニジア？1週間行きました。1週間で大体何枚ぐらい撮ったんですか？そうですね、撮ったのは3000枚ぐらいですかね。最初は本当に下見だけで行ったんですけど、天気がすごく良くなって、もうこんなこの世のものとも思えない色になったので、じゃあ急遽撮影しましょうということで撮影した写真がこれです。あれですよね、フォトショップとか使ってないですもんね。これ全部カラーナチュラルです。なんかあそこに可愛い女の子が、可愛い方が誰か紹介してください。じゃあ皆さんご紹介いたします。コキアさんです。皆さんお久しぶりです。コキアです。これが一番好きです。写真の名前なんですかね？これは瞬き、命はどの瞬間も輝いている。フランス語にすると瞬きアンストン。相変わらず本当可愛いですね、コキア。消えますよ。あれですよね、今回は歌は歌わないんですね、パリで。次いつ歌いに来てくださるんですか？10月にパリに歌いに来ます。今回はパリだけじゃなくて、フランスはパリ、トゥールーズ、ブレスト、マルセイユ4カ所で歌うので、ぜひ皆さん来てください。あれだ、10月待ちきれない人はこのコキアのリアルワールド、ぜひ。ちなみにどんな歌が入ってるんですか？ちょっと口ずさんじゃったりなんか。旅に行こう、何か始まるっていうって感じで、続きは買ってください。Est-ce que tu es fan de Kokia? Oui. Est-ce que tu aimes des jolies photos? Quelles photos tu aimes? J'ai pas eu le temps de tout faire le tour, mais celles-là sont vraiment pas mal. J'aime bien la couleur. Et toi?
Moi j'aime beaucoup dans l'entrée, celle avec la mer toute rose, c'est magnifique je trouve. ラミアちゃんは今日の写真展でどの写真が一番好き？私あれラクダ。ラミアちゃんあれラクダじゃなくてロバだった。ロバ、これがロバだ。これがラクダだ。二人とも合ってたということで、ね、丸マークは二人とも合ってた。コキアちゃんの写真展いかがだったでしょうか。私こんなね素敵な写真集をいただいちゃいました。コキアちゃんからのメッセージ付きです。でなんと東京カフェこれでデルニエフです。次のシーズンも私この東京カフェ皆さんお待ちしたいと思いますのでぜひアボネブシルブプレです。ではまた次のシーズンでお会いしましょう。フブネ次のシーズンアボネブさよならその一言。 Ok. Voilà, c'est la fin de ce 100%, un 100% qui, je l'espère, était exceptionnel. Avec des bisous. Qu'est-ce qu'ils disent d'habitude? Je crois qu'il faut que tu parles de demain. Ah oui, demain jeudi, c'est le dernier 100% de la saison. Enfin, nous, on fait des saisons de demi-année. Donc là, c'est la saison 7 de No Life. Et puis vendredi, pas de 100% parce que tout simplement, c'est Japan Expo. Par contre, il y aura une soirée spéciale avec les shortcoms, avec tous les derniers épisodes de la saison. Voilà, donc ça va être bien. À bientôt. Ok, merci Seb. Bah écoute, Seb te rappellera pour te dire si c'est bon ou pas. Je me rappellerai et je m'écrirai. Ok. Bye bye. Ouais, t'as été super. Ouais, Seb, ouais, génial. Mais tu veux pas que je fasse encore un peu plus de casting? Non, tu vois, peut-être pour trouver quelqu'un d'autre. Toi, t'es vachement occupé, je sais pas si tu attends tout le temps. Puis tu dis quand même beaucoup de E.